Un autre regard sur la bipolarité. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Par Benjamin Némopode. Chapitre 1. Un coin en enfer. Ce livre sera pour essayer de me soulager. Un témoignage que peu voudront lire pour cela. La souffrance fait peur, la souffrance fait fuir, et la souffrance rend les autres souvent très lâches. Ma destinée est liée à ma maladie. Je suis le jouet de cette maladie en quelque sorte. Elle m'a plus fondé, je pense, que n'importe quoi d'autre. Je suis bipolaire, type 1 pour ceux qui connaissent. Et s'il faut trouver un début, je dirais que cela a commencé à l'âge de 20 ans. Enfin 20 ans est l'âge où la souffrance est devenue explosion et enfer. Je venais de vivre une relation amoureuse. Elle avait 17 ans, elle était belle et elle m'aimait. Je suis sans doute coupable de mes emportements de cette époque. Je l'ai perdue ainsi et je me suis perdu. Cette douleur est encore là, 17 ans après. J'ai aimé de nouveau, mais elle est toujours restée, cette douleur, cette déception, cette désillusion quant à la force de l'amour. C'est à ce moment que j'ai vu mon premier psy. Je ne savais plus où passer. Je pensais en permanence au suicide tout en pensant que cela était un peu fou, cette si forte attirance. J'étais chez un ami qui m'hébergeait quelques jours. Je ne pouvais plus rester seul. Nous avons appelé ce suicide, un psy a rappelé et nous avons fixé rendez-vous. Assez vite, le psy m'a dit de lui faire confiance, de tenir, que quelques semaines plus tard cela ne serait plus qu'un mauvais souvenir. J'ai sans doute alors pris mes premiers antidépresseurs. Je vivais seul, j'étais rentré chez moi. Le psy m'appelait tous les jours pour me faire venir à son cabinet, mais rien ne se passait. Je lui ai finalement fait comprendre qu'il fallait m'empêcher de me suicider car j'allais le faire, sans alors de considération existentielle, juste pour arrêter cette souffrance inconcevable. Quelques jours plus tard, je suis rentré à la clinique Dupré à Sceaux, un service fermé, une petite unité de 11 lits. Là enfermé, plus moyen de mourir et pourtant le cauchemar continuait de plus belle. Je restais très souvent allongé. Il n'y avait rien à faire de toute façon. J'y suis resté 4 mois et demi et j'ai véritablement connu l'enfer. On changeait d'antidépresseur mais cela n'y faisait rien, mis à part divers effets secondaires très désagréables. Je ne prenais pas que des antidépresseurs d'ailleurs. Neuroleptiques et anxiolytiques étaient également au rendez-vous. Je tremblais beaucoup. J'avais ce qu'ils appellent des impatiences, et au bout d'un certain temps, des escarres aux jambes. Une jeune anorexique, en manque de distraction, s'occupait à me secouer un peu. Elle est restée, je crois, pendant tout mon séjour. L'unité était petite. Nous avions droit de fumer, mais les cigarettes devaient être demandées une par une à l'infirmerie. Nous n'avions pas droit au feu, évidemment. Tout était fait d'ailleurs afin de rendre le suicide impossible. Les couverts étaient en plastique, il y avait un sas pour fouiller ceux qui parfois sortaient en visite avec leurs parents. J'y suis resté longtemps par rapport à la moyenne des séjours. J'ai vu pas mal d'autres jeunes aller et venir. Beaucoup sortaient d'une tentative de suicide et ne comprenaient pas toujours comment ils avaient atterri là. On les voyait sortir de leur chambre, perfusion à la main, à moitié hébétés. Certains venaient d'un autre bâtiment de la clinique où ils vivaient dans des conditions particulières. La clinique Dupré fait partie de la Fondation des étudiants de France. Et même s'il y a à redire sur les soins qu'ils administrent, il faut leur rendre hommage. À Sceaux, au début des années 1990, il y avait plusieurs unités. Un service fermé, Clérambault 1, dit C1, puis d'autres services ouverts où les jeunes vivaient en essayant pour certains de ne pas décrocher d'une scolarité qu'ils avaient commencée. La clinique était considérée comme une annexe du lycée Lacanal, et des professeurs venaient y enseigner jusqu'au niveau terminal. Il y a des douleurs qui sont au-delà des mots, et c'est pourquoi je ne tenterai pas de décrire davantage ces mois passés ainsi enfermés. Je pense que lorsque l'on vit ce genre de choses, et surtout si jeune, on devient pour toujours différent. On sait que l'enfer existe, qu'il est si près de nous, et surtout si loin des autres. C'est là que je suis mort la première fois. Un autre temps. Il fut un temps où je n'avais jamais voulu mourir. Un autre temps. Cela a bien dû m'arriver romantiquement lors de mon adolescence, mais jamais sérieusement. Oui, il y a avant et après. Clérambault. Je suis sorti du service fermé sans que la situation ne soit améliorée. Sur proposition de mon père, il a été décidé que je parte en vacances avec eux. Mes parents avaient loué une caravane je ne sais où. Je suis sorti et je les ai suivis. Ma sœur était aussi de l'aventure. Je me rappelle vaguement de tout cela. Je restais presque tout le temps au lit et lisais un peu. J'ai lu 2 courts romans de Nina Berberova. Mais je serais incapable de vous dire où nous étions. Les gouttes s'étaient transformées en cachets et j'en prenais de très nombreux. Au retour, j'ai emménagé dans un service ouvert de la clinique. Même bâtiment mais au-dessus. Ça repartait à l'identique. Le lit est toujours le lit. Puis j'étais mis assez vite sous perfusion d'anafranil, et le soir j'allais vers les autres.
Nous étions 25, je crois. 25 chambres sur un étage. Je me souviens bien d'eux et je pense à eux souvent. Jérôme, Zoé, Corinne, Antoine, Isabelle V, Isabelle L, Philippe, Patrick, Céline, Marie-Aurélie, Stéphane, Claire, Natalia. Ils vivaient avec moi. Il y avait aussi tous ceux des autres pavillons, dont Aurélia, Jean-Yves et de nombreux autres. J'aime à les citer, je les aimais. Je dirais qu'en tout, une centaine de jeunes vivaient ainsi, protégés, sous médicaments, loin de leur famille et bien souvent loin de beaucoup de choses. Leur histoire était diverse. Beaucoup avaient fait des tentatives de suicide, nous en parlions, en principe nous savions. Ils étaient plus fragiles, plus sensibles, je pense qu'ils étaient meilleurs. J'ai réappris à vivre et cela a été grâce à eux. Le psy n'avait aucune utilité et je ne l'aimais pas. J'allais mieux, et pourtant j'étais allé acheter une arme à grenaille. Je la gardais dans ma chambre pour pouvoir en finir au cas où l'enfer revienne. Ils ont fini par la trouver et j'ai été envoyé à l'hôpital psychiatrique. Vous savez quel est le problème avec vous, monsieur Job Square ? Me demanda le psychiatre lors de notre dernier entretien. C'est que vous voulez être plus fort que la mort. Pourquoi ? Lui, non ? Je trouvais sa réflexion idiote. Quelques portraits. Une centaine donc, de 15 à 25 ans. Que sont-ils devenus ? Combien se sont finalement suicidés ? Combien ne sont jamais vraiment parvenus à surmonter leur mal et l'injustice que cela représentait ? Combien sont désormais intégrés ? Il y avait Jean-Yves tout d'abord. Nous avions à peu près le même âge. Il était du pavillon Bellechasse, suivi par Madame Lamour. Quel nom pour une psy. Je ne me souviens pas de notre première rencontre, mais très vite, il venait me voir tous les jours et parvenait ainsi à me sortir du lit. Pourquoi moi ? Je n'en sais rien. En tout cas, il m'aimait bien. Il zozotait, c'était amusant, surtout parce qu'il parlait beaucoup, était hypocondriaque et toujours angoissé par ceci ou cela. Il avait pourtant également du recul sur tout cela, et en souriait parfois. Grand brun et assez pâle, sympathique. Les filles étaient son grand sujet de conversation, mais la littérature aussi car il lisait beaucoup. Son plus grand traumatisme avait été, je pense, la perte de sa mère, d'un cancer. Il en gardait une haine profonde et ravageuse envers les médecins qui pour lui étaient responsables. Je pense que son hypocondrie venait en partie de là. Il prenait lui aussi beaucoup de médicaments, ce qui n'arrangeait pas son bégaiement. Je sortais du lit pour le suivre, surtout par gentillesse au début car je ne suis pas quelqu'un qui dit facilement non. Mais il est certain que cela m'a beaucoup aidé. Nous allions surtout aux terrasses de café et la discussion commençait. Il me demandait souvent mon avis, mon conseil. Il semblait que ses pensées avaient toujours besoin d'être validées par un autre, et dans cette période précise ce fut moi. Aurélia avait 19 ans. Un jour que j'étais de visite dans je ne sais quelle autre chambre d'un autre pavillon, je me suis retrouvé seul avec elle et je l'ai embrassée. C'était la première fois que je la voyais. Elle est donc devenue ma petite amie. Nous nous rendions visite d'un pavillon à l'autre. C'était une relation affective plus qu'un amour comme on l'entend habituellement. Mais nous nous entendions bien et pouvions nous raconter nos malheurs. Je me souviens d'une fois où nous sommes retrouvés dans sa chambre chez son père, tout nus et pourtant sans envie de faire quoi que ce soit de sexuel. Je garde un souvenir très tendre de tout cela. Après ma passion orageuse, je pense que cette situation me convenait tout à fait. De plus, on aurait dit une petite fille. Elle était formée comme une femme avec un très joli corps d'ailleurs, mais il y avait sans aucun doute de la régression dans son comportement. Sa voix avait quelque chose d'infantile, son allure aussi et sa démarche rigolote, je la revois encore souriant dans son Duffelcoat, et j'en souris encore. Elle avait fait Hippocane, je crois, avant de chuter, et était une grande fan d'Albert Cohen. Elle avait tout lu de lui. Il y avait chez elle aussi un traumatisme prégnant, un garçon, sa première histoire d'amour à elle aussi. Apparemment, il s'était moqué d'elle et elle ne s'en était pas remise. Il faut dire, lorsqu'on a nourri ses rêves à Belle du Seigneur, il est sans doute difficile de le faire avec la réalité de ceux qui n'auront jamais ce genre de lecture. L'anaphranie l'aidant, je rentrais dans des phases de désinhibition, et il m'arrivait de traîner dans des chambres qui n'étaient pas la sienne, mais elle ne m'en voulait pas, elle était mon officielle. Notre relation s'est finalement interrompue lorsqu'ils m'ont envoyé à l'hôpital psychiatrique, mais je me souviens l'avoir revue plusieurs fois. Je me souviens l'avoir visitée plus tard, alors qu'elle était dans un autre établissement spécialisé dans Paris. Cela lui avait fait plaisir. Puis une fois, quelques années plus tard, près de la fac de Sancier, et puis une autre fois, cela lui avait fait plaisir, puis une autre fois, quelques années plus tard, près de la fac de Sancier, elle n'avait pas vraiment changé. J'ai récemment trouvé une trace d'elle sur Internet, où lui étaient attribués les costumes d'une pièce de théâtre, cela m'a fait très plaisir. J'espère qu'elle va bien et qu'elle est très heureuse. Jérôme était un cas à part. Il était arrivé à mon étage vers la fin, il n'était pas souvent là, et cela semblait plus du dortoir ce lieu pour lui qu'autre chose. Mais un jour, un samedi, alors que je n'avais évidemment rien à faire, je l'ai suivi dans le parc pour fumer un joint.
J'avais un peu fumé avant, pas à la clinique, mais avant. Surtout à la campagne d'ailleurs, avec des amis. Je savais ce que c'était d'être défoncé. Je me souviens très bien de la scène. Nous étions tous les deux sur le banc. Il avait roulé, nous commencions à fumer. Je me souviens très bien de la seconde où j'ai pensé que je n'étais pas défoncé, et de la suivante où j'ai compris que je l'étais comme jamais. Et c'était trop bon. Très défoncés tous les deux, nous avons décidé d'aller au cinéma. À Paris. Nous avons dû prendre le train. Je n'ai rien compris au film et lui a dormi toute la séance. C'était Dead Again, film de Kenneth Branagh sur la réincarnation. C'est un film pour défoncer en fait, mais pas trop. Et c'est Jérôme que j'ai revu ensuite, après. Je pense que c'est lui qui m'a recontacté et je suis devenu son ami. Que dire de Jérôme? Il avait à peu près mon âge, il vivait de la côte aux Rep et de ses parents. Le père était homme d'affaires et la mère artiste peintre. Il avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide et un délire mystique. Il avait de la difficulté à en parler, mais ce souvenir lui semblait merveilleux. J'ai vu Jérôme dans de sales états. Je me souviens d'un jour où il était en clinique après une tentative de suicide. Il était sur le lit, attaché je crois, la bouche noire à cause du charbon qu'on lui avait fait avaler afin qu'il vomisse, et il était visiblement pas très clair. Jérôme a vécu lui aussi de sacrées choses. Je dis lui aussi, car je prépare. J'ai de multiples souvenirs avec Jérôme. Je me souviens d'une fois plus tard où Jérôme allait mieux, mais c'était sa sœur plus jeune qui avait fait une tentative de suicide. Je me souviens que nous nous sommes retrouvés à un moment, elle et avec moi, ce jour-là. Je me souviens lui avoir dit des choses qui l'ont marqué. Mais Jérôme était plutôt d'une nature gaie. Il était suicidaire, mais jugulait sa dépression avec l'alcool et les joints. Je me souviens de la première fois que j'ai vu ses parents. Nous étions encore à la clinique, je pense, mais nous avions dû décider d'aller jusqu'à Montrouge où ils habitaient. Jérôme habitait au premier étage d'un immeuble, dans un studio. Nous voici allongés, défoncés sur le lit. Tout allait bien. Tout à coup, un type débarque. Son père. Et l'engueule. Je reste sur le lit. « Vous avez fumé en plus, lui dit l'autre. Après un moment, il repart en colère. Moi, resté sur le lit, un peu surpris, je me marre plus qu'autre chose. Incident sans intérêt, semble dire Jérôme. Mais quelques minutes plus tard, c'est la mère qui débarque, saoule. Oui, vous avez fumé, je peux fumer avec vous, etc. La libérale est saoule. Quelle entrée en matière. Ils habitaient en réalité au 5e étage du même immeuble. Fin de la première partie. Le livre est disponible sur Amazon, si vous préférez le lire. Un autre regard sur la bipolarité. Benjamin Némopode. N-E-M-O-P-O-D-E. Némopode. N-E-M-O-P-O-D-E.